C'est le moment où deux drones Houthi ont ciblé l'USS Harry S. Truman et comment un seul destroyer a eu à peine quelques secondes pour réagir. Lancé depuis l'intérieur du Yémen, l'un des drones a brusquement pris de l'altitude, tandis que l'autre volait ras de la mer, tentant de passer sous la couverture radar américaine. Mais il ne s'agissait pas de simples engins artisanaux. Les deux drones étaient préprogrammés, opéraient de façon autonome et étaient déjà verrouillés sur une trajectoire directe vers le Harry S. Truman. C'était le cas, jusqu'à ce que l'USS Gravely les détecte en premier. La grande question était, y aurait-il assez de temps pour les arrêter? À 3h43, au plus profond du territoire yéménite, une unité mobile de lancement a mis en l'air deux drones SMAD-3. Contrairement aux versions Taimu plus primitives des années précédentes, et ces modèles étaient conçus pour offrir plus de portée, de furtivité et de précision. L'un d'eux a grimpé vivement, jusqu'à 18 000 pieds, pour exécuter une attaque en piqué depuis grande altitude. L'autre a emprunté une route très différente. Il a volé à peine à 3 mètres au-dessus de la surface de la mer, dans une manœuvre dite de sea skimming, avançant à près de 250 km/h. Ensemble, ils formaient une attaque à deux fronts, l'un par le haut, l'autre par le bas. Le groupe de combat du Truman disposait d'environ 30 minutes pour réagir, bien qu'en combat, une demi-heure puisse s'évaporer en un clin d'œil. Le défi était immense. Les deux drones disposaient de systèmes conçus pour contourner la défense aérienne en couche de la marine. Le premier à détecter la menace n'a pas été le Harry S. Truman, mais son escorte, le destroyer USS Gravely, positionné à environ 20 milles sur la proue bâbord du porte-avions, en mission de veille avancée. Dans le centre d'information de combat, la quiétude de la veille nocturne a disparu à l'instant où deux contacts radars à grande vitesse sont apparus à l'écran. Immédiatement, l'équipage est passé de la routine à l'alerte maximale, se mettant en mouvement à l'unisson pour calculer une solution de tir susceptible de sauver le porte-avions. La procédure suivie est une séquence bien rodée, connue sous le sigle F, 2T, 2EA, Fend, Fix, Track, Target, Engage, Assess, Chercher, Localiser, Suivre, Cibler, Engager et Évaluer, fondement de la défense aérienne. Moderne de la marine, tout commence par le radar AN/S PIQ du bâtiment. Équipé de plusieurs antennes puissantes, il offre une couverture à 360 degrés de l'horizon au zénith, formant l'épine dorsale du système de combat Aegis, qui intègre tous les capteurs, armes et calculateurs embarqués. En phase de recherche, le SP y tient balai jusqu'à 200 milles nautiques, identifiant tout objet aérien, missile, drone ou oiseau, dans son rayon. Le SMAD-3 a été construit précisément pour défier ce système. Malgré une envergure de 4,5 mètres et une longueur de 2,8 mètres, sa section efficace radar n'était que de 0,1 mètre carré, à peu près la taille d'une feuille de papier. Ce profil minuscule complique le suivi pour la plupart des radars, mais pas pour le SPI, capable de détecter des cibles de la taille d'une balle de golf à plus de 100 000. Réalisant que la furtivité ne fonctionnait plus, les drones ont adopté leur tactique suivante, générer du brouillage électronique et modifier leur trajectoire pour perturber les systèmes de poursuite. Une fois que le SPI a fixé les cibles, il est entré en phase de fixation, émettant des ondes radio à haute fréquence, entre 2,5 et 3,7 GHz, pour déterminer avec précision la position, la vitesse et l'altitude de chaque drone. En réponse, les SMAD-3 ont commencé à effectuer de petits ajustements de cap, passant à la navigation inertielle lorsque le GPS était brouillé. Depuis le Yémen, les opérateurs pouvaient modifier les vecteurs d'approche dans la portée opérationnelle de 250 km. C'était un jeu du chat et de la souris, humains et algorithmes poussés à leur extrême, sachant qu'une seule erreur de calcul pouvait coûter la perte d'un groupe d'attaque entier. Cette astuce d'observation depuis la côte est particulièrement utile contre des cibles en mouvement comme des navires. Les réseaux radars côtiers guident un opérateur à terre, qui transmet ensuite la position au drone,
externalisant ainsi le problème de détection. Mais même avec cette tactique, le radar SPI d'Aegis avait déjà verrouillé les cibles et passé à l'étape suivante, le suivi. Soutenez les marins qui risquent tout pour que nous puissions vivre en paix. Abonnez-vous et partagez. En phase de suivi, le SPI maintient une illumination continue sur chaque contact et affine distance, relèvement et élévation à chaque balayage. Ces mises à jour alimentent les superordinateurs de commandement et de décision, les CED, qui traitent des millions de calculs par seconde sur des centaines de pistes. La puissance de calcul est énorme. Aegis assimile des données cinématiques, corrèle les retours, prédit les positions futures et garde chaque piste à jour, même pour des objets se déplaçant à plusieurs centaines de kilomètres par heure. Ce qui peut sembler chaotique pour un humain devient déterministe pour un système de combat intégré. Les pistes se stabilisent, la confiance augmente et des solutions d'engagement commencent à apparaître. Avec des solutions de conduite de tir disponibles, le choix suivant, en fractions de seconde, est la sélection de l'arme. L'officier d'action tactique, TAO, exécute un jeu d'appariement à haut risque, choisir l'outil adapté à la menace. Un SM-6 serait un gaspillage, un intercepteur à plusieurs millions contre un engin à bas coût, tandis qu'un missile de défense rapproché pourrait manquer de portée ou de chercheur face à une cible en piqué. Le TAO opte pour le SM-2, fiable, rapide et approprié aux interceptions aériennes de portée moyenne. Tous les SM-2 ne se valent pas. Les variantes blocs diffèrent par leurs chercheurs et leur logiciel, et le système de combat recommande le bloc en fonction du profil de la cible, piqué élevé versus planeur, du vent, de l'état de la mer et des contre-mesures envisagées. Lorsque le TAO autorise le tir, les cellules VLS s'ouvrent et les CSM-2 sortent à toute vitesse, plusieurs fois la vitesse du son, lançant l'interception guidée. Pendant la phase d'engagement, le SPI maintient un lien étroit avec le missile, échangeant des données des dizaines de fois par seconde. Où es-tu? Quelle vitesse? Corrige 2 degrés bâbord. Le missile répond et le SPGAG fournit des corrections de cap intermédiaires. Cet guidage coopératif maintient l'intercepteur sur une trajectoire de collision, pendant que les C et D calculent à l'option terminale. En se rapprochant, le SM-2 entre en phase terminale, les secondes les plus critiques. À présent, les illuminateurs et les radars de contrôle de tir du navire, marque 99, famille AN-SPG, inondent chaque drone d'une énergie intense et focalisée, pulsant des kilowatts des dizaines de fois par seconde. Le missile passe alors en guidage terminal actif ou semi-actif selon la variante. Certains utilisent leurs propres chercheurs dans les instants finaux, d'autres nécessitent l'illumination du navire pour renvoyer un écho sur la cible. Ce torrent de retour haute fidélité permet au missile d'affiner sa visée au mètre près. Contre un attaquant en piqué, le combat se joue au ras de la ligne de flottaison. Contre un planeur, l'interception doit s'opérer très bas et à grande vitesse, sans marge d'erreur. Quand les interceptions s'enchaînent rapidement, SM-2 vers la cible haute, ESSM vers la menace basse et Phalanx prêt à balayer tout résidu. L'affrontement devient un balai stratifé de capteurs et d'armes. Si tout fonctionne, la menace est neutralisée avant qu'elle ne comprime l'espace de décision du porte-avions. Sinon, les défenses de dernière instance et les équipes de damage control du Truman ramassent les débris. Dans ce cas, les capteurs du Gravely, la puissance de calcul des C et D et la décision rapide du TAO ont acheté au groupe de la frégate les secondes nécessaires, et cela fait souvent la différence entre la catastrophe et le passage sécurisé. Ces émissions des illuminateurs se situent dans la bande X, environ 8 à 12 GHz, et le chercheur semi-actif du SM-2 est accordé pour suivre précisément cette plage, tel un papillon attiré par la flamme. Quand le missile détecte l'énergie radar focalisée du navire, il s'oriente sans hésitation. Sa fusée de proximité déclenche une détonation aérienne qui projette des fragments préformés à des vitesses extrêmes. Autrement dit, lorsque le SM-2 juge qu'il est suffisamment proche, il ne tente pas de percer la cible. Il transforme l'air environnant en cible. Les premiers tirs de cet affrontement sont partis de l'ESS Gravely.
À 3h45 précises, les portes du VLS Mark 40 et 1 se sont ouvertes et deux SM-2 ont jailli vers l'atmosphère à près de Mach 3,5, comblant les distances à une vitesse qui avale les milles en seconde. Un missile a tracé une courbe vers le haut pour intercepter le drone en piqué depuis l'altitude. L'autre s'est orienté bas pour atteindre le planeur qui frôlait les vagues. Pendant que les intercepteurs approchaient, le réseau SPIGA-EGIS leur fournissait une guidage en milieu de route continu pour les maintenir sur la meilleure trajectoire d'interception. En phase terminale, les illuminateurs Mark 99 prirent le relais, inondant la cible d'une énergie focalisée en bande X des dizaines de fois par seconde. Abonnez-vous pour suivre des histoires d'héroïsme silencieux qui sauvent des vies chaque jour. Lorsque le premier SM-2 est entré en phase terminale, il a détecté l'intense illumination radar et la fusée de proximité s'est déclenchée à seulement quelques mètres de la cible. L'ogive a explosé en plein air. Des centaines, voire des milliers de fragments préformés ont frappé la carlingue ennemie, la désintégrant en un cône de métal. Le drone en piqué est entré en vrille et s'est désintégré, laissant des débris dans le ciel. Le second affrontement fut plus chaotique. Le planeur à ras de l'eau a tenté de profiter des ombres radars et a effectué une manœuvre d'évitement, mais les corrections finales du missile, appuyées par l'illumination précise, ont conduit à la détonation juste devant la proue du drone, déchirant sa structure. Ce qui restait est retombé à la mer. Même après les explosions, le combat n'était pas terminé. Le SPIAG a continué d'évaluer le champ de débris, comparant les retours avec des profils de menaces. Tout retour correspondant à une cinématique hostile, vitesse, route, signature radar, restait traité comme une piste et un danger potentiel. Les règles d'engagement et la prudence tactique exigent que l'équipage continue de poursuivre les pistes suspectes jusqu'à ce que le radar soit sans équivoque dégagé. Les missiles sont coûteux, mais un unique engin entrant non intercepté peut coûter des vies et des navires. Ce que le groupe de combat n'a pas su immédiatement, c'est que cet épisode n'était que l'acte 1. Si bien que les munitions rôdeuses et les SMAD-3 avaient été neutralisées, un autre type d'arsenal était en approche, la famille de drones explosifs CASF/CASF, souvent surnommé le missile de croisière du pauvre. Conçus à partir de pièces de contrebande et inspirés de schémas iraniens, ces engins jetables embarquent 20 à 30 kg d'explosifs et sont optimisés pour un vol par waypoints GPS et un emploi massif. Ils ne sont ni furtifs ni rapides et ne requièrent pas de contrôle en temps réel, mais ils peuvent être lancés en nombre, suivre des routes préprogrammées de 100 à 150 km, patrouiller, puis percuter ou détonner sur une cible avec un effet dévastateur. La leçon stratégique est nette. Les capteurs en couche et les intercepteurs ont remporté la journée, mais l'échange asymétrique de coups demeure problématique. Des munitions bon marché et programmées forcent des plateformes de haute valeur à dépenser des intercepteurs onéreux et maintiennent les équipages en alerte maximale. Pour les commandants, le calcul n'est plus seulement l'interception immédiate, mais comment éroder la capacité de l'adversaire à soutenir la pression, en dispersant le risque, en augmentant la densité des capteurs et en développant des contre-mesures moins coûteuses. Pour les marins sur le pont, la consigne est simple: survivre à la prochaine vague et être prêt pour la suivante. Aimer et partager pour les hommes et les femmes qui transforment le danger en travail d'équipe.